Le visage qu'il a eu quand il est sorti de la voiture et qu'il m'a vu, je ne lui connais pas ce visage. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu avec ce visage de peur, je sais pas, je ne saurais même pas quels sont toutes les sensations et les sentiments. On parle souvent de la parentalité comme d'un moment magique, un moment rempli d'amour, de rire, de souvenirs qu'on gardera toute sa vie. Mais on parle souvent beaucoup moins de l'autre face, l'autre côté, la fatigue, la culpabilité, les jours où on a l'impression de ne pas être à la hauteur et ceux où on se demande simplement pourquoi c'est si dur et pourquoi j'y arrive pas. La parentalité, ça peut être joyeux, mais ça peut aussi être ultra brutal, surtout quand en parallèle, la vie décide de vous mettre quelques petites épreuves sur votre route. Des peurs, des angoisses, des agressions, des moments qui bouleversent l'équilibre d'une famille. Alors comment on tient ? Comment on protège ses enfants ? Comment on continue d'être une femme, une artiste, une mère quand tout devient trop intense ? Bienvenue dans la MIF, le podcast qui explore la famille dans ce qu'elle est vraiment, parfois belle, parfois chaotique et souvent avec un besoin de se réinventer. Je suis Pauline Borgia et avec Wikaza, on a eu envie de vous faire découvrir la famille autrement. Wikaza, vous le savez, c'est la plateforme qui permet de soulager votre charge mentale grâce à des services de ménage, de beauté et de massage à domicile. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est très important. Parce que parfois, déléguer, ça sauve le temps et parfois même un couple, une famille. Aujourd'hui, je reçois Ariane Brodier. Elle est là à côté de moi, je suis trop contente. Moi, je la connais depuis des années parce que bon, je l'ai vue à la télé. Ok, t'es en train de dire que je suis vieille, ça démarre bien l'interview. Je dis que moi, si t'es vieille, je suis vieille en fait. On est ensemble, Ariane. Non, on est jeune et fraîche. Ariane, elle est humoriste, comédienne, si vous la connaissez pas. Elle est aussi maman de 2 enfants et c'est une femme qui n'a pas peur de tout dire sur ses réseaux sociaux. C'est cash et c'est ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on te suit. Et Ariane, elle est aussi en spectacle, partout en France avec son spectacle Bonne. Oui. Parce que ce mot bonne, bah voilà, ça fait réagir. On n'aime pas cet adjectif bonne. C'est marrant parce que lorsqu'on dit d'un homme qu'il est bon, c'est que c'est un homme bien. Et lorsqu'on dit de ta femme qu'elle est bonne, ça veut pas dire qu'elle est bénévole au secours populaire. Hein. Elle est populaire pour autre chose. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, en tant que femme, on s'oblige à être une bonne maman, une bonne épouse, être bonne dans son travail, avoir la bonne répartie, être de bonne humeur. Et du coup, je décline justement toutes les formes de bonne dans mon spectacle et cette pression qu'on se met. Et puis, j'essaye de déconstruire aussi ce mot horrible qu'on nous attribue aujourd'hui. Une femme qui est bonne, bah, c'est pas un homme qui est bon et c'est bien dommage. Ah bah ça, tu sais que j'y avais jamais pensé dans ce sens-là. Comme j'ai appris dernièrement que, bah, par exemple, un tribun, tu sais, un homme politique qui a un tribun, machin, où tout le monde va dire « Waouh, quel tribun, il est incroyable !» Pour une femme, ça n'existe pas. Donc les femmes n'ont pas le droit de crier en politique, d'être énervées. Sinon, c'est une tribune, et donc c'est un meuble, en fait. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de découvrir à quel point, si tu féminises un mot, il devient soit vulgaire, soit il n'existe pas. Ouais, soit il n'existe pas. Bah, la bonne au foyer, par exemple, qui est un métier, à un moment donné, on parlait de bonne au foyer. En fait, à la base, d'ailleurs, c'était un adjectif. C'était l'adjectif qu'on mettait devant le prénom de la personne pour souligner sa dévotion à la famille. Ma bonne Jacqueline, vous pourrez me faire les vitres, s'il vous plaît. Et puis après, bon, c'est devenu juste ma bonne. On a oublié le Jacqueline, c'est ça qui est horrible. Mais c'est un mot qui n'existe pas au masculin. On dit pas mon bon, on dit mon domestique. Donc, c'est quand même un truc de dingue. C'est vrai. C'est vrai. Bah, Voilà, d'où ce mot bonne, parce que c'est horrible ce mot. Tu m'as donné envie encore plus d'aller voir ton spectacle. Trop bien. Ton spectacle, en gros, on est autour de ces sujets-là. Qu'est-ce que tu explores et qu'est-ce que tu dis de toi dans ce spectacle sans en dévoiler, évidemment? Alors, je parle complètement de moi, puisque mon premier spectacle s'appelait Mytho et c'était sur la mythologie grecque. Je parlais de moi, mais à travers le personnage d'Ariane, qui avait été complètement esseulé amoureusement. Et du coup, je parlais de moi et mon célibat à travers de ce personnage d'Ariane. Là, c'est plus moi, en tant que maman, en tant que femme. Et puis, je suis née en 1979, et il y a fort, fort longtemps. Non, mais ce mot bonne, il a commencé à apparaître dans les sons. Moi, je fais partie de la culture urbaine, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. La première phase que Dadou a fait dans une chanson avec Vita et qui a été repris par NTM, etc. Ce mot qui a changé de sens et qui est
odieux et horrible aujourd'hui en 2026, mais qui a fait partie de mon évolution et de ma création et culture, en tant que femme. Et voilà, et cet adjectif si fort et qui, à la base, est si beau. Et parce qu'être une bonne personne, en fait, c'est le but de chacun. Et moi, je veux être une bonne personne. Et ben alors justement, est-ce que t'es une bonne mère ? C'est le problème. Alors, je suis ric-rac en temps, Pauline. Non, en fait, je sais pas si je suis une bonne mère. En tout cas, je suis pas forcément la mère que j'aurais voulu être. Moi, j'aurais voulu être une mère calme, douce, empathique. Je le suis sur Instagram. Non. non. On l'est toutes ouais, sur voilà. Instagram. Non, moi, je crie beaucoup. Je crie souvent. Et je voudrais faire différemment. Mais en fait... je suis une femme qui s'est lancée beaucoup de challenges dans la vie, que ça soit sportif ou même au niveau de mon travail, tu vois, monter sur scène, c'est quelque chose y a rien, qui est viscéral. Qui t'arrête, toi. Non, j'y vais, mais la maternité, je t'assure qu'il n'y a rien de plus difficile parce que quand les défis viennent de toi, quand tu te les imposes à toi-même et que tu es seul décisionnaire de ces défis, de ces challenges, que tu dois vraiment travailler sur toi-même, que ce soit en sport, dans le travail, etc., c'est possible. Mais là, tu as affaire à des êtres que tu ne peux pas maîtriser. Ce ne sont pas des petits toits. Tu n'en fais pas ce que tu veux et ils ne réagissent pas comme toi. Donc là, je suis complètement désarmée, ouais. Mais est-ce que... donc tu me l'as dit en off et tu m'as dit ok, on peut y aller, on y va, on en parle. Est-ce que c'est genre ta grossesse s'est bien passée et du coup c'était dans le bonheur et dans la joie et puis paf, t'accouches et puis là tu te prends un retour de bâton en mode je m'attendais pas à ça ou c'est vraiment... je sais pas, moi j'ai une histoire avec la maternité qui est particulière parce que j'ai fait beaucoup de fausses couches avant d'avoir mon fils et d'ailleurs j'avais un blog à l'époque il y a fort longtemps. Non, j'avais un blog à l'époque où je faisais des illustrations et je parlais de la grossesse, je sais pas que toi tu faisais. Alors les illustrations je les faisais, moi j'écrivais les blagues et c'était un avatar d'une illustratrice qui travaillait avec moi qui s'appelait Marion d'ailleurs et ça a été repris sur beaucoup de sites de maternité et tout, pour justement parler de tous ces couacs de grossesse qu'on connaît. Mais pareil, la fausse couche, pareil, j'ai appris qu'il fallait plus trop utiliser le mot faux, comme si ça s'était pas passé. Ah, écoute, je n'étais pas au courant de ça, mais effectivement, oui, ça se passe vraiment, et c'est quelque chose d'assez... perturbant surtout quand ça se passe tout le temps, tu vois, t'as une grossesse. Moi j'ai pas eu des grossesses sereines puisque j'ai perdu tellement de bébés avant, ça a jamais été serein, mais en tout cas j'adorais accoucher. La grossesse, ouais, c'était cool, mais accoucher, moi j'ai eu des accouchements géniaux et j'ai trouvé ça génial d'accoucher, mais en fait c'est bien que tu le dises, ça aussi c'est un autre discours, tu vois. Moi avant d'aller moi j'ai eu un accouchement pareil hyper tranquille. J'ai vraiment poussé 4 fois et c'était fait, quoi. Mais j'entendais que des horreurs avant. Ouais, mais je pense que ça aussi... Moi, la grossesse, j'ai vraiment eu la sensation d'être en location, tu vois. Ce n'était plus mon corps, ça ne m'appartenait plus. Tu grossis, t'as mal dans des endroits... tu savais même pas que t'avais des muscles à cet endroit. Et c'est pas de ton propre fait, tu vois. T'as un être humain dans le corps. Donc, ok, j'ai accueilli ça avec plaisir, et voilà. Et le moment de l'accouchement, c'est toi qui rentres en jeu. C'est un peu un match. Il y a un côté un peu sportif. Moi, mes accouchements, le premier, il a duré 21 heures. Donc, j'ai pas poussé 4 fois, mais j'ai trouvé ça ouf que à ce moment-là, je reprends possession de mon corps et il se passe un moment magique, quoi, comme un exploit sportif, comme un truc incroyable. Dans une grossesse, sentir un bébé bouger, c'est de l'ordre de la magie, et l'accouchement, c'est de l'ordre de la magie, et j'ai pris comme ça, c'est pour ça que j'ai aimé. Donc t'accouches, ça, jusque-là, tout va bien. Ouais. Et après... Alors en plus, non, c'est pas vrai. Comme toutes les mamans, tout ne va pas bien. J'ai un fils qui est RGO++. J'ai pas... Mais des trucs qui sont... En fait... banal dans la vie d'une mère. Quand tu parles à des mamans, tu verras que oui, il y a beaucoup de mamans qui ont galéré pour allaiter, qui ont eu des enfants avec des problèmes. Enfin, moi, il était RGO, il vomissait beaucoup, il était brûlé. J'allaitais, mais j'étais obligée de tirer mon lait pour allaiter, mettre de l'épaississant. Enfin,
rien n'est forcément facile, etc. Et fluide. T'es crevé. Mais t'es fatigué. Mais en tout cas, ça l'a fait. Je suis très vite tombée enceinte de mon deuxième enfant, de ma fille, puisqu'ils ont que 14 mois d'écart. Waouh. Donc tout ça, ça l'a fait. En tout cas, ça l'a fait. Mais est-ce que vous étiez à deux à fond? Avec ton Alors conjoint? sur mon fils, moi mon conjoint était un sportif de haut niveau. Sur mon fils, il était, sur ma fille aussi d'ailleurs, hein, les deux fois il jouait toujours. Donc le sommeil pour un sportif de haut niveau, c'est quand même hyper important. Sur mon fils, par exemple, moi je dormais avec mon fils on avait la chambre de mon fils, je dormais avec mon fils et je l'allaitais. Et vraiment, quand j'en pouvais plus, parce qu'il pleurait beaucoup, beaucoup, mon fils, quand j'étais à bout, j'allais réveiller papa pour qu'il le prenne 2 secondes, comme ça, c'est tellement injuste d'ailleurs. Il prenait 2 secondes, comme ça, il s'endormait. Oui, parce qu'il est moins crevé, donc peut-être qu'il est... Non, et je pense que c'est le rythme cardiaque, plus lent. C'est vrai. C'est tout ça. Mais j'ai essayé de préserver un peu son sommeil au début, parce que... Donc toi, là-dedans, c'était beaucoup. Oui, mais moi j'ai repris le boulot au bout de 3 mois. J'ai eu quand même 3 mois où j'ai été cool avec mon fils. Hein. Donc, non, j'étais consciente que... Puis, j'ai tellement fantasmé ce moment. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'être mère. Okay. Vraiment. Donc, mais mon conjoint est un papa exceptionnel et vraiment, il s'occupe hyper bien de ses enfants. Là, tu vois, je suis en tournage toute la semaine à Paris. Et ben, il fait tout. Alors, on dira, mais non, mais c'est une normalité que le père le fasse. Oui, mais il faut quand même le souligner parce que tous ne le font pas. Mais c'est vrai que dans les débuts, en tout cas, la seule chose que j'essayais de préserver, c'est son sommeil pour pas qu'il se blesse, parce que déjà dans un métier normal, être fatigué, enchaîner les journées, c'est dur, mais quand t'es rugbyman et que t'enchaînes les journées avec des matchs, etc., où ton physique prime sur la qualité de ton travail, faut faire attention au sommeil. Oui, donc vous êtes un couple méga soudé, ça on le sent quand tu parles de lui, et en plus, c'est intéressant que tu dises ça, parce que comme t'es toi une sportive qui est de haut niveau aussi. C'est gentil. Moi, je gagne pas d'argent, mais... mais comme la plupart des Français, aujourd'hui, je me prends pour une sportive de haut niveau. Voilà. Oui, parce que tout le monde est marathonien maintenant. Mais, et en fait, comme tu sais ce dont il a besoin, ça aide beaucoup. Ça n'a jamais été sa volonté. Il m'a jamais dit, moi, je dois dormir. Oui. Non, pas tu du sais, tout. En pas fait. du tout. Mais je sais. Mais c'est physique en plus son sport, hein, au-delà du truc, donc il y a moyen de se faire bien mal, non? Il y a moyen de se faire bien, oui, voilà, mais après oui, justement j'ai allaité, mais dès que j'ai pu, donc au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à tirer mon lait. Il a toujours donné un biberon, il a toujours été très impliqué, puisque lui aussi rêvait d'être papa, donc il a toujours été le plus impliqué. Il y a vraiment que sur les nuits où vraiment, non, j'essayais qu'il fasse sa nuit. Et ils ont fait leur nuit, tes enfants? Assez vite ou non? Pas tant. Oui, je crois. Ça n'a jamais été un souci vraiment. Oui, t'as pas ce souvenir-là en tout cas. Je me rappelle. Ouais, ils ont 7 et 8 ans. Je me rappelle que je me suis dit, ça va, des nuits blanches, j'en ai fait quand j'étais jeune, que j'allais swinger. On voit du coup que je suis plus jeune swinguer. Parce que je dis swinger. T'allais dire guincher. On est dans le même. C'est du même acabit. Complètement. Je me suis dit, ça va. Mais en fait, la fatigue de la maternité, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est un délire. Moi, j'étais dans un état de fatigue intense, mais comme tout le monde. J'allaitais, j'ai l'impression que mon corps se vidait, que mes entrailles partaient. Je me rappelle, j'allaitais en même temps, je buvais de l'eau comme ça. T'as allaité? Mais bien sûr. Mais complètement desséchée. Après, j'avais surtout, faim. j'avais comme des petits seins. Alors, je sais pas si c'est un rapport, mais j'ai connecté ce truc-là. Je saignais, j'avais extrêmement mal. Il tirait, donc je me dis... En plus, j'avais la culpabilité de me dire, j'ai pas assez de lait et de place dans ce sein pour lui. Bref, et au bout d'un moment, c'est mon mec qui m'a dit, tu veux pas arrêter parce que t'es malheureuse d'allaiter. Et je mangeais des flancs toute la journée parce que j'ai l'impression que
ces flancs remplissaient mon être de bonheur. Et donc j'ai pris 12 kilos pendant l'allaitement. Ouais, moi aussi j'ai pris beaucoup de poids après la grossesse. Personne le dit aussi. Oui, mais là, parce que tu vas allaiter, encore tu vas une être comme fois, ça. mais non, parce qu'encore une fois, le corps il est magique. Il est tellement bien fait. Moi, c'est ce que j'ai aussi essayé d'apprendre comme enseignement après les fausses couches, c'est que être enceinte, c'est un tour de magie. Parfois, les tours de magie, ça marche pas. Et voilà, donc parfois ça capote. Et pour le coup, moi, j'ai pris 8 kilos. Pendant mes grossesses. Je faisais du sport tous les jours, j'avais des jambes, elles n'ont jamais été aussi jolies, j'allais à la natation, enfin j'étais vraiment bien, sauf que mon corps, une fois que j'ai allaité, il s'est dit ok, il n'y a pas de gras, on va faire du gras. Donc je me suis changée en cellulite, j'étais un petit cube de cellulite, j'ai pris aussi 8 kilos après avoir accouché alors que j'avais pas pris de poids. Tu devais rien comprendre, non ? T'es un peu déprimée parce que tu te dis waouh, j'ai rien pris pendant la grossesse, mais justement il n'y avait pas assez de gras, donc le corps transforme tout en gras pour pouvoir faire du lait. Et alors oui, t'es dégoûté, mais en même temps tu dis waouh, mais c'est vraiment magique le corps. Oui, ça je suis d'accord, le corps est bien fait. Je dois vous avouer un truc, même si j'aime du plus profond de mon cœur ma famille, le ménage gâche un peu notre quotidien. Du coup, quand je peux déléguer, je fais sans aucune honte appel à Wikasa. Sur Wikasa, tu peux réserver du ménage, mais aussi de la beauté et des massages avec des pros hyper qualifiés qui feront sûrement mieux le ménage que toi et moi. Et bizarrement, quand la maison est clean, tout va mieux. Ils ont grandi. Mais il y a quelque chose que tu m'as dit, c'est que vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas la famille à côté. Ouais. Donc ça, c'est une bonne grosse galère. Ça, on n'en parle pas assez aussi. Ouais, on n'en parle pas beaucoup. Avant, nos parents avaient les grands-parents à côté. Ouais. Donc c'était complètement différent. Exactement. Oui, nous on habite dans le sud du coup. Moi, ma famille est à Paris. Et du coup, il n'y a pas de grands-parents. Et c'est vrai que... on a tous les deux des métiers très prenants où il y a beaucoup de déplacements avec des horaires qui sont vraiment très différents chaque semaine et juste avoir une nounou c'est compliqué, tu vois. Pour tout te dire, il y a encore c'était hier où j'ai appelé un organisme de garde à domicile où j'ai demandé d'avoir des nounous. Ils m'ont dit quels sont vos horaires, quels sont vos besoins. Je dis c'est hyper difficile, ça dépend des semaines, Ils m'ont dit non, mais on peut pas vous faire de contrat, c'est pas possible quand t'es intermittent du spectacle, comédienne, et que t'as pas une semaine qui se ressemble. Mon conjoint c'est exactement pareil parce qu'il part le week-end pour des matchs et trucs et machin. C'est très compliqué. On connaît pas encore en France des plannings qui sont comme ça très différents chaque semaine et c'est très difficile d'avoir une garde extérieure. Alors j'ai eu la chance d'avoir des nounous qui étaient hyper flexibles et c'est extraordinaire. Quand tu perds ça. Le truc c'est que quand même tu peux pas demander à des nounous tu peux dormir 3 fois par semaine chez moi parce que je dors pas, enfin c'est pas possible, c'est pas viable aussi dans le temps. Donc on fait partie des couples qui ont un planning familial et où on rentre nos indisponibilités, nos trucs. T'es là quand c'est que t'es là, est-ce que t'acceptes ce job. Rim qui est là, qui fait partie des personnes avec qui je travaille tout le temps au quotidien, avant d'accepter n'importe quel job, tu vérifies que ton mec est dispo. Attends, je regarde si mon mec est là, je regarde le planning. Attends, faut que je gère avec la nounou. C'est pas... Elle me dit, est-ce que tu as envie de faire ça ? Oui ou non ? Mais avant de donner la réponse, il y a toute l'organisation. Ouais. Et ça, je suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes dans mon cas. C'est l'organisation. En fait, c'est au-delà de la fatigue que ça engendre la maternité, les enfants, etc. Parce que ça engendre une fatigue, mais c'est compensé par le bonheur extrême qu'on a. De l'amour, des bons moments. Mais c'est la planification de la vie. Moi, je pensais que j'allais pouvoir la jouer freestyle. En plus, moi, j'en ai qu'un. Toi, t'en as 2. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas viable dans le temps. Et que du coup, comme toi, moi j'ai un emploi du temps qui n'a aucun sens. Mon mec c'est plus cadré, mais du coup, il est jamais là le soir parce qu'il est à la radio. Et l'après-midi, il est en tournage. Et le matin, il peut avoir un tournage aussi. Donc en fait, on est tout le temps en train... Je sais pas si vous, ça le fait, de se dire non mais là c'est moi. Là, la dernière fois, c'était toi. Alors nous, on est même pas là-dessus. Tu vois, on regarde le planning et moi, je dis maintenant, je peux pas. Il a mis une option. Mais notre planning, il va jusqu'à 2028. Mais non. Non, mais notre planning est dingue. Si je demande. Mais parce que je joue au théâtre aussi et que j'ai des dates qui sont planifiées longtemps. C'est dingue. Mais et on a c'est un peu. On se rend compte aujourd'hui, et je lui dis de temps en temps qu'au final, en fait, on n'a jamais le moment tous les deux.
J'allais y venir. On n'en a jamais le moment tous les deux, ouais. Ça, c'est triste. Oui, mais pour l'instant, C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. On n'a pas de choix. On a de la chance de travailler. On a la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Et voilà. Et peut-être que ça sera différent. En fait, vous dans avez des quelques moments années. tous les 4. On a des C'est moments ça tous les 4. Oui, parce que nous, c'est par exemple, on part pas en vacances tous les deux. Vous avez envie d'être tous les 4. En fait, même si on voulait être tous les deux, on n'a pas le choix. Ils sont pas encore assez responsables pour vivre seuls chez moi une semaine. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on n'a pas le sur une soirée, ouais, on va se faire un dîner avec des potes et trouver une nounou ou quoi que ce soit, mais sur plus longtemps, Donc vous faites quand même des petits dîners. Non. Non, mais tu vois, par exemple, là, on a un mariage dans 3 semaines. Ils nous ont dit pas les enfants le premier soir. Donc, il y a 2 mois, j'ai fait caler une nounou et je sais que ce soir-là, il y aura un mariage et qu'il n'y aura pas les enfants. C'est le nouveau truc, ça, les mariages sans enfants, où on te demande de venir sans les enfants. Et en même temps, un mariage avec les enfants, c'est relou. Mais je peux comprendre, hein. Non, mais enfin. Mais avant, on n'osait pas. Moi, si c'était mon mariage, je voudrais qu'il y ait mes enfants. Ouais. Mais c'est pas mon mariage, j'ai pas envie d'emmener mes enfants. C'est pas la même soirée. Ah bah non, rien à Tu voir. vas te coucher. Bon, bah, je vais me coucher avec les enfants, il est 22h30. Et non, tu vois, t'as envie de faire la fête. Bah, évidemment. Donc voilà. Donc, non, c'est plus ça. C'est quand les enfants ne sont pas conviés, et ça arrive fréquemment. Bon, bah voilà. Mais nous, tous les deux, se dire, allez, on se fait une journée, on va au cinéma et au restaurant. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. La semaine prochaine. Je pense que ça fait 9 ans que ça nous est pas arrivé. Ariane. Ouais. Il y a 2-3 ans, on est partis 3 jours ensemble à Amsterdam. Wow. C'était notre premier voyage tous les deux, c'était génial. Ah, ça vous a fait du bien. Ouais, c'était super cool. Mais faut le planifier. Là, par exemple, cette année, nos plannings, ils sont... déjà, on n'a pas un week-end. C'est vraiment compliqué. Mais on va pas... C'est des choix que vous faites aussi. Mais on travaille et tu vois, et on a la chance de travailler. Plein de gens en fait. Oui, c'est la vie de plein de gens. Ouais. C'est pas waouh, c'est la vie de plein de gens. On a eu de la chance de partir en vacances là au mois de janvier parce que mon conjoint a très peu de vacances aussi. On a eu des vacances et puis au moment quand tu travailles dans le sport, tu choisis pas tes vacances. C'est quand sportivement, il y a une trêve. Par exemple, les vacances l'été, ça n'existait pas en juillet, août. Maintenant, ils reprenaient la saison, donc ça n'existe pas. Donc, tu dois te caler aussi Enfin, si on veut être ensemble, faut choisir ça. Et donc vous êtes partis en janvier. Donc on est partis en janvier, tous les 4, et ça sera nos vacances de l'année. Et c'est trop cool, tu vois. Mais oui, on arrive à prendre du temps pour. Oui. On arrive à prendre du temps pour nous, pas forcément dans des créneaux qui sont plus que les gens arrivent à prendre l'été, etc. Mais voilà, c'est indispensable. J'aimerais qu'on revienne sur la maternité. La parentalité en général pour vous deux, mais surtout pour toi, parce que c'est toi notre sujet. Comment t'es avec tes enfants? Comment tu te sens en tant que mère? Qu'est-ce qui est dur? Parce qu'on en a parlé de ça. Mes enfants, c'est comme toutes les mamans et comme tous les parents, c'est toute ma vie et je les aime plus que tout. Et vraiment, ça faisait partie des rêves de ma vie. Moi, j'ai jamais été carriériste. En fait, je me suis jamais dit c'est ma carrière et après les enfants. Non, moi, depuis que j'ai 20 ans, je veux faire des enfants. J'avais juste pas de papa pour faire des enfants. Donc, ça a été un peu plus long. Donc, vraiment, c'est quelque chose que... Tu vois, je faisais partie de ces petites filles et je pense qu'on est plein qui regardaient les vêtements pour enfants, pour mes futurs enfants et tout. J'étais vraiment matrixée sur les enfants. Wow. À plus de 30 ans, je croisais des femmes avec un bébé, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je voulais être mère plus que tout. Donc c'était vraiment viscéral. Et maintenant, ils sont là. Je suis crevée. Il y a une petite déception, je te cache pas. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, c'est dur. Moi, en plus, j'ai des enfants qui sont très rapprochés, donc forcément, c'est. Ils sont soudés les deux. Ils sont soudés, ils s'adorent, ils sont fusionnels et en même temps ils se battent. Enfin, voilà, comme 2 enfants qui. Là, tu vois justement. Puisqu'ils sont 2, ils s'occupent tous les 2 aussi. Je pense que quand on est maman d'un seul enfant.
faut toujours l'occuper. Là, tu vois, ils peuvent aller jouer aux cartes ensemble, faire un truc tous les deux et être ensemble dans leur petit monde, etc. D'ailleurs, ils ont leur langage, ils se parlent tous les deux à table, ils se font des clins d'œil, etc. Ils ont une complicité. J'adore, ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et en même temps, ils se battent tout le temps. Ils sont dans la même classe, pas cette année, mais comme ils ont qu'une classe de différence et que leur école c'est souvent à double classe, ils se retrouvent dans la même classe. Ma fille est un petit peu esseulée parce que son grand frère fait le grand et veut pas jouer avec sa petite sœur. Enfin, il y a tout un truc aussi sur des enfants proches, beaucoup de comparaisons. Par rapport à même toi, l'attention que tu portes. Oui, s'il y en a un qui arrive à faire quelque chose avant l'autre, ou ma fille a été propre avant mon fils alors qu'il a 1 an de plus. Enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Il y a des comparaisons, il y a des et puis ils se battent, ouais, mais comme des frères et des sœurs, quoi. Ils se battent. Bien sûr. Et donc toi? Bah moi je fais l'arbitre. Oui, mais c'est épuisant ça. Non, je compte les points. Non, c'est épuisant et c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. Mes enfants sont vraiment très speed, très très dynamiques, très physiques, très. Mon fils me porte. Je fais 60 kilos, il a 8 ans, il me porte, il fait 1m43, il chose du 38, il fait plus de 40 kilos, c'est un monstre et il est physiquement très très fort, très musclé, etc. Il est dur avec toi, il te tient tête, Non, pas du tout. Non, il me tient pas tête. Mon fils, il est très très énergique et il faut vraiment le gérer. Il demande beaucoup d'attention. Mais du coup, il est un petit peu enfermé dans ce grand corps depuis toujours parce qu'il a toujours été le plus grand. Et quand il se bat avec ma fille, j'ai un peu peur pour ma fille parce qu'il est vraiment fort. Mais c'est marrant parce que justement, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a une mentalité et un comportement. Une fois, ils se sont battus. Je lui dis mais faut pas faire ça, faut pas se battre, faut pas se taper. Et puis regarde, un garçon ça tape pas une fille, tu te rends compte de la force qu'il a ton frère, il pourrait te faire mal. Et là ma fille change de visage, son visage devient fermé et elle me dit maman, je suis pas moins forte qu'un garçon, les filles elles sont pas moins fortes qu'un garçon. Je n'avais pas encore tenu de propos féministes et je me suis dit ouais, j'ai tout gagné qu'elle dise ça, même si dans la vraie vie physiquement malheureusement c'est faux, hein, une femme a moins de force qu'un garçon. Qu'elle ait eu ça comme répartie, je trouve ça génial. Bah ouais, ça veut dire qu'elle est prête à affronter ce monde finalement. Exactement. Mais on devrait pas d'ailleurs être prête à affronter ce monde et se poser ce genre de questions. D'ailleurs ça fait partie des combats que t'as toi, hein, des engagements que t'as. Ouais, bah oui, c'est assez récent. Moi, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été très engagée dans l'association Stop Bébé Secoué, qui me parle encore beaucoup et pour qui je ferai encore beaucoup de choses parce que quand j'ai été enceinte de mon fils, il y a eu l'histoire de Rose, une petite fille qui a été secouée et ça m'a bouleversée parce qu'avant d'être maman, Tout va bien, j'ai failli éternuer, c'est le pollen. Avant d'être maman, j'avais jamais entendu parler du phénomène des bébés secoués. On voit beaucoup de choses chez nos sages-femmes, tout ça, des jolis posters, des jolies photos de bébés poupons, etc. Mais on parle pas de l'horreur. Et je connaissais pas ce phénomène. C'est souvent des femmes à bout, hein, en plus. Hein. C'est souvent même des nourrices plus que des femmes. Des la mères, maman, tu veux dire, ouais. Et du coup, ça m'a tellement bouleversée de se dire que qu'il pouvait arriver ça, tu vois, que j'ai été très engagée là. C'était quand même une sorte de violence. Hein, et là, récemment, effectivement, j'ai été victime d'agression. Et là, la place de la femme et de la violence faite envers les femmes me touche profondément. Et si je dois tirer justement un enseignement de mon agression, c'est ça, c'est ok, j'ai la chance d'avoir un petit peu de visibilité. Il faut que je parle de ça, il faut que je mette ça en lumière. Tu en as parlé très vite d'ailleurs, parce que en gros, pour résumer ce qui t'est arrivé, parce qu'on va pas rentrer dans le détail déjà, parce que c'est traumatique, et en plus de ça, parce que tu ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ouais. Tu t'es fait agresser un jeudi par un chien, finalement. Oui, je me suis fait... je faisais un trail, je courais, je me suis fait mordre par un chien qui était... Mais de manière très grave. Oui, j'ai été bien mordue. J'ai eu plusieurs points. Ici, on voit encore la cicatrice, plusieurs points. Sur la main. On voit sur la main. J'ai eu un drain au niveau des mollets, donc je me suis fait mordre par un chien. Bon, voilà, c'est un animal, ça peut arriver. Il m'a chargé, il m'a mordu, je ne sais pas pourquoi. Après, voilà, on peut pas forcément expliquer le comportement des animaux.
Mais il n'était pas en laisse. J'étais en pleine nature, en trail. C'était un chien dangereux, qu'on appelle dangereux? Non, mais moi, je suis pas d'accord avec le côté des chiens dangereux parce que après, quand tu creuses un petit peu, je me suis intéressée aux morsures. Le chien qui va plus mordre, il y a plus d'accidents avec un labrador, le labrador de famille qui est là depuis toujours et qui est embêté par les enfants sous la table et on va lui tirer la queue trop de fois, et il va mordre alors qu'il a jamais mordu. C'est qu'un chien, voilà, qui dit chien dangereux, ouais. Sauf que la gravité de la blessure n'est pas la même, c'est surtout ça. Là, c'était un bas rouge, donc c'est un chien, oui, c'était un mix entre un bas rouge et un husky, je crois. Donc le bas rouge est catégorisé, hein, mais en fait, c'est un chien qui, je pense, et ce que m'a dit la maîtresse, peut-être qu'elle l'a eu à la SPA, etc., qui avait un passif particulier. Le chien m'a mordu sans chercher à arracher. Donc c'est un chien qui a mordu par peur. D'accord. Peut-être que ça, voilà. Donc il a mordu, mais il n'a pas cherché à arracher. Et comme je connais très bien les chiens, j'adore les chiens, et voilà, lorsque je me suis fait attaquer, j'ai eu un comportement où j'ai pas crié, parce qu'il y avait un autre chien, il y avait un pitbull, et lui, je savais que s'il mordait, ça c'est un chien qui arrache. Et le pitbull était à mes pieds, il me regardait, il me disait, il s'est bien dit dans sa tête de pitbull, y a pas de, je pense pas qu'il y ait de danger là, je vais pas l'attaquer, je vais rester à côté, mais pourquoi mon copain il est en train de la mordre? Et voilà, donc ça a été, bon voilà, c'est une agression, tu te fais mordre. Pour les gens qui courent, qui font du trail, etc., ça nous est tous arrivé de voir un chien nous aboyer ou nous attraper un petit peu comme ça arrive. Et voilà, ce jour-là, je me suis fait mordre réellement, quoi. Donc tu finis quand même à l'hôpital. Ah bah oui, oui. Et puis surtout une peur d'avoir peur des chiens. Ouais. Je me suis dit, mince, moi, ma vie, c'est d'aller courir, de sortir la nuit, de trucs, de machin. T'aimes les animaux. J'adore les animaux, je veux pas avoir une phobie des chiens, quoi. Donc quelques jours après, je suis sortie avec mon chien en laisse pour me dire, allez, je vais balader mes chiens, je vais rencontrer d'autres chiens, je vais essayer d'aller au-delà de ma phobie des chiens. Et malheureusement, je me suis fait attaquer par un monsieur. Mais en fait, j'ai pris la parole assez rapidement parce que à partir du moment où c'est dit, je voulais pas qu'il y ait de mélange. Est-ce que c'est la maîtresse des chiens qui s'est vengée, etc. Pas du tout, hein, la maîtresse des chiens. Bon, non, elle était désolée aussi. Et voilà, c'est deux agressions qui n'ont aucun lien. Ouais. Le seul lien, c'est le chien, quoi. Et c'est la violence condensée en très peu de temps. Oui. Que tu reçois parce que tu te fais quand même casser le nez. Ouais. Ça paraît complètement fou. En plus, moi j'ai vu quand on a parlé dans les réseaux tout de suite, et je me dis, elle montre ça, et tu sais, il y a un côté, c'est terrorisant pour. Et en même temps, je me dis, mais heureusement qu'elle montre ça, parce que ça, c'est ce qui lui est arrivé. Si elle en parle dans 3 mois, ça n'a pas du tout la même... Et en plus, pour tout te dire, je ne l'ai pas montré tout de suite. En fait, j'ai attendu d'avoir un visage un peu moins tuméfié pour prendre la parole. Parce que justement, toutes les photos, mon nez était là, hein, c'est une fracture ouverte, donc le nez était là, et je ne l'ai pas montré, ça, je le garde pour le dossier, justement. Je me trouvais plutôt pas mal quand j'ai fait. Effectivement, j'ai des bleus, etc., mais ça va. Mais en fait, j'étais aussi dans l'obligation de prendre la parole pour tous les... pour le travail, je suis intermittente du spectacle, je devais me produire au théâtre, j'avais 12 jours de tournage avec France Télé, on a aussi beaucoup de partenaires digitaux, enfin je pouvais pas justement faire le travail qui était prévu, donc j'ai pris la parole pour dire voilà, c'est pas que je veux pas, mais voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, j'ai pris la parole pour dire attention, c'est deux affaires différentes parce que il y avait un mélange qui commençait sur les réseaux. J'ai même eu, c'est son conjoint qui l'a tapé, etc. Je voulais pas que ça soit n'importe quoi, mais en disant juste, je me suis fait mordre par les chiens, j'ai eu une agression, malheureusement, je ne pourrais pas être présente ou assumer les engagements que j'avais pris parce que malheureusement, il m'arrive ça. C'était plus par respect pour tous les gens avec qui je m'étais engagée. Et, il y a ça, et puis finalement, il y a une sorte de prévention aussi qui s'est faite autour de ça. Oui. Enfin, les gens ont réalisé que ce genre de choses arrive, même
aux personnes publiques qui suivent. Ouais. Et ça, c'était quand même important que tu le fasses. Et puis un taux de violence qui est non négligeable. Enfin, j'en ai parlé avec le médecin légiste. Moi, clairement, j'ai eu de la chance. Mais malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas comme ça. Il y a plein d'histoires d'homicides involontaires qui démarrent comme mon histoire. Il y a une violence qui est accrue, des comportements violents qui sont palpables en ce moment. Tu le ressens, ça ? Mais moi, je le ressentais pas avant. Moi, en fait, toute ma vie, on m'a toujours envoyé des messages, par exemple sur Instagram, de personnes qui me suivent. Waouh, tu vas courir la nuit avec ta frontale, t'as pas peur. Waouh, tu vas courir toute seule. Et mes propos, c'est non. Moi, j'ai jamais eu peur de rien. Je fais ça depuis toujours. Ça me fait pas du tout peur. Oui, c'est même insupportable que tu te prives de ça, en fait. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, je prends ma voiture. Je pars pas de courir de chez moi. Je prends ma voiture pour aller courir plus loin de chez moi, pour pas être dans une zone. Aujourd'hui, quand je croise un chien, je m'arrête. Et encore, j'arrive à le faire, mais pour ça, j'ai fait le MDR, je travaille sur moi pour pouvoir reprendre une vie normale. Mais par exemple, là, moi, j'ai habité très longtemps dans le 19e. J'allais courir même vers Aubervilliers, tout ça, machin et tout. Des quartiers qui sont plus populaires, où je sais qu'il y a beaucoup de drogue, etc. dans certains quartiers. J'irai plus, alors que j'ai jamais eu peur de l'autre. Et c'est dommage, je veux pas avoir peur de l'autre. Ouais, et cet enchaînement a quand même déclenché des traumatismes. Et c'est bien que tu dises aussi que t'as changé, que en fait c'est pas non mais ça va, j'ai fait 3 séances de MDR et tout est ok. Non, c'est un vrai truc profond. Non, tout ne va pas bien et ça m'embête parce que c'est vraiment ma vie. J'ai 47 ans, enfin je vais avoir 45 ans dans quelques semaines et moi je cours tous les jours depuis que j'ai 13 ans. Je fais du sport dans des endroits partout. Je me suis jamais posé la question en me disant tiens là c'est une rue où il va y avoir plus de drogués, des crackers, etc. Peut-être qu'ils vont avoir un comportement que je ne vais pas pouvoir anticiper. Ouais. Et je me suis jamais posé ces questions-là. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que justement ça m'arrive à moi parce que j'avais un espèce de lâcher prise par rapport à la violence potentielle. Moi, je l'ai jamais vue nulle part. Je me suis jamais sentie, en tout cas, potentiellement en danger quelque part, en tant que femme. Et en plus, ces 2 drames qui sont survenus dans ta vie, ça n'a pas juste déclenché des traumatismes pour toi. C'est quand même important qu'on dise que tes enfants, ça impacte toute une famille, toute ma famille, et ton mari et tes parents. Toute notre famille, d'où aussi le départ en vacances, pour tout te dire. On avait besoin de couper. Alors, moi, mon conjoint qui ne parle pas beaucoup et je me rappelle de son visage puisqu'il est venu me chercher lorsque je me suis fait agresser, et un monsieur a été le chercher. J'ai donné mon adresse pour qu'il vienne chercher, pour que mon conjoint vienne me chercher, et le visage qu'il a eu quand il est sorti de la voiture et qu'il m'a vu, je ne lui connais pas ce visage. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Je l'ai jamais vu avec ce visage de peur, je sais pas, je saurais même pas quels sont toutes les sensations et les sentiments et tout ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là, mais je ne lui connais pas ce visage. Il m'a pris en photo parce qu'il fallait prendre une photo pour la police, et encore aujourd'hui il me dit je ne peux pas regarder cette photo. Donc j'imagine bien le fait de voir la personne avec qui tu partages ta vie, qui est plutôt justement une femme forte, une combattante, amoindrie, défigurée, et se sentir un petit peu je pense c'est passé pas loin de la maison. Donc peut-être qu'il s'est dit mince, j'aurais pu éviter ça. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas il m'a beaucoup aidé après l'agression, moralement, etc. Il m'a beaucoup soutenu. Donc voilà. Donc mon conjoint, oui, je présume que ça a été choquant, qu'il a dû aussi, parce que forcément les gens autour, oh là là, tu dois avoir envie de lui casser la gueule, etc. Ouais. Mais non, justement, pas du tout. Nous, on est aux antipodes de ça, et c'est pas ce sentiment qui doit nourrir.
Et puis mes enfants, tu dois expliquer 2 agressions à 3 jours d'intervalle à des enfants petits qui ne comprennent pas, qui eux développent aussi des peurs sur les chiens, sur les gens. Alors la 2e agression, on a été plus soft dans nos explications. C'était trop dur pour des enfants de dire maman elle s'est fait casser le nez par un monsieur dans la rue. Ils sont trop petits pour ça. Mais aujourd'hui, oui, ma fille, depuis l'agression, elle dort avec nous, alors qu'elle n'a jamais dormi avec nous. Et parce qu'elle a peur, et quand on essaie de la rassurer, de lui demander de quoi elle a peur, sa réponse est de tout, maman, j'ai peur de tout. Donc forcément, on essaie de l'aider par rapport à ça, et ils sont suivis par rapport à ça. Mon fils, pendant très longtemps, m'a parlé d'un monsieur avec un couteau derrière un buisson, qu'il avait peur de ça, les cauchemars et tout. Donc oui, c'est impactant pour eux, même à l'école. On leur a dit des choses à l'école, on leur a posé des questions, et puis les mamans et les gens, et les parents d'élèves s'inquiètent, donc forcément... Oui, c'est pas méchant, mais du coup, tout le monde leur en parle. Oui, et du coup, pour eux, c'est assez flou parce que on a les mots qu'on a mis, on a essayé de... Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai demandé l'avis de la psychologue, peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir en parler, en tout cas leur demander s'ils veulent connaître vraiment les choses qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais lors de l'agression, c'était compliqué de leur expliquer réellement. Et toi, t'es dans ton drame aussi. Oui, mais c'est surtout pour les préserver, en fait. Pour les préserver, on a tendance à penser quand on est petit comme ça que nos parents ils sont intouchables, qu'ils ont la vérité, donc briser ce truc-là, c'est compliqué. Leur dire que non. Les voir même souffrir en fait. Leur dire que non, les parents sont vulnérables aussi. Voilà, donc c'est tout un travail à faire et voilà, et c'est la vie et c'est la vie et voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on dort mal depuis plusieurs mois avec ma fille dans les... c'est la pauvre petite choupette, voilà, je pense que ça sera long pour tout le monde, mais ça fait partie des histoires de vie. On l'a dit justement, tes personnages publics, et tu m'as parlé du fait que tu ne montrais pas tes enfants, qui est une question assez récurrente honnêtement dans ce podcast. Il y a ceux qui les montrent, qui assument, il y a ceux qui disent « Ah, je l'ai fait », et puis ça leur fait plaisir, et puis il y a ceux qui disent « Mais jamais de la vie, t'es complètement folle !» Alors moi, jusqu'à quand ils sont nés, etc., je les montrais absolument pas, parce qu'on a eu des menaces de mort et des insultes racistes, parce qu'on est un couple mixte et même si ça fait complètement obsolète, il y a encore des sites nazis qui existent et on a reçu des choses assez horribles. Du coup, j'étais enceinte de mon fils quand on a commencé à recevoir ce genre de menaces. Il y a eu un jugement, etc. Donc voilà, c'est d'histoire ancienne. Ça me paraît fou. Ça me paraît... J'ai l'impression que c'est sur une autre planète, honnêtement. Alors, parce que je ne suis pas avec une personne racisée, tu vois. Ouais, mais moi aussi, mais nous aussi, tous les deux, en fait, ça nous est parlé ovni. Est-ce qu'on a connu le racisme? Quand on demande à mon mec s'il a connu le racisme toute sa carrière de sportif, il dit non. Voilà, c'est à partir du moment où on était ensemble, où voilà, on a eu ce genre de réflexion ou des choses comme ça. Peut-être parce que justement on était tous les deux dans la lumière. Je sais pas. En fait, ça paraît tellement ovniesque et grotesque et obsolète parce que en 2026, enfin, il y a une espèce de normalité des couples mixtes. D'ailleurs, les couples mixtes, je trouve ça assez horrible. Enfin, c'est juste un taux de mélanine. C'est vraiment bizarre. Mais si ça existe, preuve en est, il y a eu un jugement. Vraiment, c'était vraiment très très dur, des menaces de mort sur mon fils et tout. Et du coup, évidemment, on l'a pas montré. En tout cas, moi, je peux pas faire abstraction du fait que je sois mère, puisque c'est ce qui tient le plus de place dans ma vie. Donc, je les montre de dos, une main, tout ça, machin. J'ai pas donné leur prénom aussi. C'était, en fait, on a essayé de cacher leur identité, justement à cause de ces menaces et autres. C'est Perrine. C'est Perrine Paulin sur les réseaux. Mes enfants s'appellent Perrine et Paulin. Pourquoi ces prénoms ?
Je ne sais pas. Ça devait être l'année d'épée, je ne sais pas. Non, mais ils s'appellent Perrine et Paulin, parce que comme on n'a pas donné leur identité sur les réseaux, et ben vous savez, les Wikipédia, les trucs, tu peux les créer toi-même, en fait. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Et ben mes enfants s'appellent Perrine et Paulin. Alors, c'est pas leur vrai prénom, mais c'est rigolo. C'est et puis, leur nom de code. Voilà. Comme les gens sont hyper cool, on a commencé à recevoir évidemment plein de cadeaux au nom de Perrine et Paulin. Voilà, donc non, écoute, c'était notre choix. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de les cacher complètement. Bah ouais. Parce que maintenant, ils veulent plus. C'est-à-dire que quand ils sont petits, tu les mets de dos, ça tient, etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bah non, ils bougent moins, tu vois, ils ont moins de. Ils ont moins d'équilibre, ils tiennent comme ça. Donc, tu arrives à faire une photo où ils sont de dos. Maintenant, avec des enfants de 8 et 7 ans, avec un fils qui fait 40 kilos, c'est plus difficile. Donc, on les voit un peu de 3/4, etc. J'essaie de toujours mettre des lunettes. J'essaie de faire en sorte que, même si on les voit un petit peu plus, on puisse pas utiliser leur image par l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, notre but, c'est toujours pas de les exposer. Maintenant, c'est plus difficile aujourd'hui parce que eux, ils se posent la question. Eux, ils me disent, mais pourquoi maman, nous, on peut jamais être sur les vidéos? Et pourquoi tu nous prends toujours en photo de dos? C'est marrant quand on part en vacances. Ou quand on va n'importe où, on fait toujours une photo de nous, de face, on part en vacances, et on leur dit, les enfants, vous retournez. Et ils ont cette habitude d'avoir une photo pour nous, pour notre album de famille, et une photo, si on veut la mettre sur les réseaux sociaux où ils sont de dos. Et ils se fâchent? Non, ils ont l'habitude. Ils comprennent, en fait, tu leur expliques là, j'essaie pourquoi. de leur comprendre, je leur dis... alors, c'est pareil, c'est marrant, dans la bouche d'enfant, j'essaie de leur dire, je veux pas vous montrer sur les réseaux, vous êtes trop jeunes, quand vous voudrez le faire, peut-être que vous le ferez plus tard, mais c'est ma décision, c'est comme ça. Tu dis, mais tu nous aimes pas, c'est parce que tu nous aimes pas, c'est parce qu'on n'est pas beau, c'est ça, maman? Je dis, mais non, mais au contraire, c'est parce que je vous aime que je veux vous garder pour moi. Parce que vous êtes trop beau. Voilà, que je veux vous garder pour moi. Mais oui, là, mais c'est très récent. Ils m'ont commencé à me dire des choses comme ça. C'est plus compliqué. Parfois, tu as un moment de vie qui est génial. C'est trop drôle. Tu te dis, c'est trop drôle, je veux le partager. Et ils se retournent. Alors que quand ils sont petits, c'est différent. C'est plus simple. Et puis, comme je suis pas du tout... comme ce que je partage, je veux vraiment que ça soit des vrais mouvements de vie. Et je veux pas que ça soit des redites. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas leur dire dis ça parce que c'est rigolo, fais ça. Bon j'ai loupé le moment, c'est pas grave, tu vois, mais du coup souvent il y a des gros caches sur mes vidéos, des trucs un peu. Je vois très bien. Voilà. les gros cœurs ou les gros trucs qui bougent un peu, tu vois l'œil, parce que justement c'est un peu artisanal, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. D'accord. On a 2 questions à la fin de l'épisode, les questions signatures du podcast La Mif. Première question, c'est quoi ton tips que tu peux donner à des parents ou à des futurs parents anti-charge mentale? Ton petit truc à toi. Mon petit truc à moi anti-charge mentale. Peut-être c'est l'orga avec ton mec, non? Le truc anti-charge mentale, c'est de déléguer dans la mesure du possible. Tu vois, c'est de choisir du temps pour soi. Par exemple, on a beaucoup parlé du digital et des réseaux sociaux parce que j'ai une visibilité sur ce canal. Et moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. J'ai une alternante que j'ai pris et qui va poster, monter. Moi, j'écris les choses et je m'occupe de l'artistique, du ton, etc. Mais entre 17h et 20h où je suis avec mes enfants, j'ai pas mon téléphone dans la main. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc c'est bien parce que ça montre que eux, du coup, ils oublient ce biais-là que t'as. Oui, ils ont pas un rapport au téléphone. Non, ça va, ils se disent pas. Non, ils ont pas ce problème-là, mais surtout, voilà, moi, ça allège ma charge mentale parce que c'est dans ces créneaux horaires où faut poster, où faut répondre, où faut faire des choses. Et moi, je veux pas justement. Ça te coûte de l'argent que tu pourrais investir pour autre chose, mais en fait, tu l'investis pour toi, ton bien-être et pour ton être temps avec mes enfants parce que c'est un temps important. J'ai aussi une femme de ménage. Que je prends et qui est aussi
j'ai un mec qui aime bien que ça soit bien carré, bien net, bien. Donc on essaye de quotidien d'en faire un maximum, mais je prends ça en plus. C'est un luxe aussi que je m'octroie parce que ça me dégage du temps. Et voilà, donc je pense que faut faire des choix de temps. Voilà. Donc c'est une très le bonne plus grand luxe pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le temps. Avoir du temps. On parlait de sport tout à l'heure, avoir du temps pour moi, pour aller courir, avoir du temps pour être avec mes enfants, etc. Dans nos vies quotidiennes de dingue, alors on n'a pas beaucoup de week-ends. C'est souvent qu'on n'est pas là le week-end, qu'on travaille aussi. On n'a pas beaucoup de vacances, tu vois. On va avoir 2 semaines par an. Mais c'est un truc de fou, on a beaucoup 2 semaines ou 3 semaines parce que c'est 5 semaines. Hein, mais mon conjoint a plusieurs boulots, donc il prend sur ses vacances. Moi, je suis intermittente, donc c'est un peu plus... C'est différent, tu vois. Je crée mon... Tu sais pas, quoi. Voilà. Mais tous ces moments qu'on peut avoir, je m'achète du temps. Je m'achète du temps en prenant des gens pour m'alléger le temps. Donc, pour t'aider. Ouais, pour pour te m'aider. soutenir. Ouais. Et la dernière question, c'est quoi pour toi une famille heureuse ? Waouh. Je pense qu'on a tous une notion différente du bonheur. Il n'y a pas de... Moi, il y a quelque chose dont je suis persuadée, il n'y a pas de modèle de famille heureuse. Il n'y a pas un papa, une maman et des enfants. Il n'y a pas une famille monoparentale. Il n'y a pas une famille avec deux parents du même sexe. Il n'y a pas de modèle de famille heureuse. Parce que déjà, on n'a pas tous la même vision du bonheur. On n'aime pas tous les mêmes choses. Une famille heureuse, c'est une famille qui se languit de passer du temps ensemble, qui rigole ensemble et qui... C'est hyper compliqué ta question en fait. Je pense que c'est la plus compliquée parce qu'on n'a pas toute la même notion du bonheur. Moi, en tout cas, la tienne, c'est du temps de qualité ensemble. Moi, c'est du temps de qualité ensemble. Moi, ma vision du bonheur, c'est me dire que mes enfants sont heureux. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir une enfance tellement hyper heureuse et j'ai la chance d'être nostalgique de mon enfance. Malheureusement, il y a des gens qui ont connu des trucs horribles et qui ne sont pas nostalgiques de leur enfance. Mais moi, j'aimerais bien que mes enfants, quand ils deviendront parents, ils soient nostalgiques de leur enfance et qu'ils se disent « Waouh, c'était super bien ». T'as super bien répondu, tu vois, elle est pas si dure cette question. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi. Merci pour ta sincérité. Je me suis dit, avec tout ce qui t'est arrivé dernièrement, tous les sujets qu'on va aborder, est-ce qu'elle va y aller ? Parce que ça peut être relou, tu vois, ton mec, c'est quand même méga intime, tes enfants, les agressions, ta vie de femme. Et en fait, tu vas dans tout. Et c'est trop agréable. Ouais, mais parce que en fait, je pense qu'il y a une limite. C'est comme sur les réseaux sociaux. Les interviews, etc. Il y a ce que tu veux montrer et ce que tu veux pas montrer. Je pense que c'est important de dire pour informer, pour que ça serve, etc. Après, je garde ce que tu veux garder. Mon jardin secret. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je fais pareil. Je montre ce que j'ai envie de montrer, mais je vais pas faire des face cam où je vais raconter toute ma vie et tout ce que je fais, mais quand ça peut servir, je pense que ça peut servir. Je pense qu'une femme qui a été violentée, j'ai reçu plein de messages, et c'est cool de trouver quelqu'un qui a vécu une histoire similaire, parce que peut-être que ça peut nous aider justement dans l'avancement, dans l'avancée de procédure ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui s'est fait morte par un chien, c'est tellement traumatique. Voilà, quelqu'un qui a... c'est toujours bien de trouver des gens dont l'histoire te rappelle un peu la tienne. Merci pour ton temps, merci pour ta sincérité, merci de nous avoir reparlé de cette histoire qui est quand même extrêmement douloureuse. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? De continuer, d'aller au théâtre. Oui, de venir me voir, que mon spectacle Bonne termine à l'Olympia, parce que ça fait partie de mes rêves, tu vois. Jouer à l'Olympia, ça fait partie de mon rêve inatteint. Parce qu'avec mon spectacle d'avant, j'y suis pas allée. Donc je veux jouer, je veux être sur scène. C'est bon, tu l'as dit ici, donc ça va se passer. Voilà. Je veux que les gens rient, je veux que les gens sourient, je veux
avec tout ce qui se passe en ce moment dans nos vies, à chacun, dans le monde, on sait pas si on sera là demain. Ni toi, ni moi, ni voilà. Donc, allez, venez, on kiffe un peu, on rigole, on prend du bon temps, tant qu'on peut le faire. Trop bien. C'est une très très belle fin d'épisode. Merci Ariane. À très vite. Allez la suivre évidemment sur les réseaux. Mais il y a la télé aussi. Oui, il y a la télé. Il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, voilà, la télé. En fait, on peut te suivre sur tes réseaux pour savoir tout ce qui se passe. Ouais, c'est pratique. Ouais, voilà. Moi, je suis multicanal. Multipasse. Merci à vous de suivre toujours plus la MIF, de vous abonner évidemment, de liker avec des étoiles sur les plateformes d'écoute, de laisser des commentaires aussi sur YouTube. On les lira, potentiellement on y répondra si on a du temps, si on n'est pas avec nos enfants. Merci à tous, merci Ariane, à très vite, à bientôt. Merci.